nous allons commencer. Donc moi, je suis Michel Herrera, un des administrateurs et bénévoles de la Touline. Bienvenue à tous, bonjour à tous et bienvenue à tous pour cette info métier virtuelle que nous organisons avec le concours de la Cité des métiers de Marseille qui nous met à disposition le système de visioconférence WebEx. Donc grâce à eux, on peut organiser cette info métier. On a ces infos métiers qui sont essentiellement dédiés au domaine du maritime et que nous essayons d'organiser plusieurs fois par an, tous les mois, une fois par mois, sur un métier ou un secteur différent. Aujourd'hui, alors, quelques mots sur la Touline. Donc, la Touline, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association reconnue d'utilité publique qui est dédiée justement au maritime, qui a été créée par des officiers de marine marchande il y a un peu plus de 30 ans, initialement pour faire du réseau en quelque sorte, pour mettre en relation les marins et les armateurs, parce que, oh, écoutez, le domaine maritime, la marine marchande, ça a toujours été compliqué de trouver un embarquement, de trouver du travail, ça a toujours été un marché du travail difficile. Et donc déjà, il y a une trentaine d'années, le besoin s'était fait ressentir de faire du lien. Et puis petit à petit, l'activité s'est étoffée et désormais les missions de la Touline, qui, comme je vous ai dit, est reconnue d'utilité publique, sont l'orientation, la promotion des métiers et des filières, la formation continue essentiellement par le biais de la validation des acquis d'expérience, la VAE, et le, le métier, le cœur du métier originel, c'est-à-dire le conseil et l'accompagnement vers l'emploi. Aujourd'hui, on est plutôt dans la partie orientation et promotion des métiers, avec un petit peu de conseil et accompagnement vers l'emploi. Euh, Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir de recevoir deux représentants du groupe Sofrecid qui vont nous parler des métiers du secteur et des métiers de l'ingénierie navale. Alors, quelque chose de très très vaste qui ouvre un certain nombre de secteurs de métiers, je pourrais dire. Moi, je ne vais pas tout dévoiler, je vais leur laisser le soin de nous expliquer tout ça. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Madame Breton de Sofrecid qui se trouve actuellement à Lorient et à qui nous allons donner la parole après quelques informations techniques que Laura, qui elle est à Marseille, puisque nous avons une antenne de la Touline à Marseille. Laura va nous donner quelques informations sur le déroulé de la visioconférence et sur la discipline entre guillemets qu'il nous faut suivre pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Voilà, à toi. Très bien, donc bonjour à tous. Quelques petites précisions techniques sur le déroulé de l'infométier. Donc comme vous avez peut-être pu le constater, j'ai coupé les micros des participants. Donc c'est temporaire s'il y a un moment d'échange après la présentation de Madame Breton et Monsieur Gendron. On réactivera les micros bien entendu. Mais voilà, c'est pour éviter qu'il y ait des interférences ou un mauvais débit. Également, je vais couper vos vidéos, voilà, pour un meilleur débit aussi, car sachez que l'infométier sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, pour éviter les problèmes de droit à l'image, on coupe les vidéos. Alors, le chat est activé, vous pouvez le retrouver en bas à droite de l'écran où vous pouvez éventuellement vous poser vos questions à l'écrit. Donc, après les présentations par exemple, sinon on pourra utiliser le chat. Alors, donc sachez que l'intervention durera, voilà, on verra exactement combien ça prendra de temps, mais comptez une trentaine, quarantaine de minutes, peut-être un peu moins, un peu plus, ça dépendra. Et après, voilà, on aura un temps d'échange où vous pourrez poser vos questions à l'oral ou à l'écrit. À la fin de l'infométier, on vous enverra donc un mail avec les coordonnées de la Touline et un petit peu plus d'informations sur le thème. Avec nos coordonnées, vous pourrez nous contacter si jamais voilà, vous souhaitez étudier avec nous votre projet professionnel dans le maritime. Et enfin, dernière précision, donc on va faire un petit tour de table pour voir un petit peu voilà, pourquoi est-ce que vous avez voulu participer à cet infométier, un petit peu voilà, quelles sont vos attentes avec l'infométier, quel est votre niveau d'études, quelles sont les études que vous avez faites. Je vois qu'il y a plusieurs bac plus 2, bac plus 3, CAP, BEP, donc pour en savoir un petit peu plus. Et également, chose importante, on aurait besoin de connaître votre code postal. Donc je vais vous demander, si vous voulez bien, voilà, en même temps d'indiquer vos études et vos attentes de l'infométier, de bien vouloir mentionner votre code postal. Voilà, j'espère que c'est clair. Je relaisse la parole donc à Michel, puis
à Madame Breton et Monsieur Gendron pour commencer cette présentation. Très bien. Alors, je vous propose de partager. À moins que Michel, vous vouliez dire quelque chose. Euh, non, je voulais simplement vous donner la parole, donc allez-y, c'est à Très vous. bien. Hop, je vous mets le document, que vous puissiez le voir en écran. Alors, hop, je vais vous le mettre. Voilà, donc là, on devrait être bon. Il est plein écran. Il est plein écran, très bien. Donc Aurélie Breton, moi, je suis au service ressources humaines, donc je vais avoir, si nous avons des techniciens dans la salle, je vais avoir un langage, je dirais, plutôt vulgarisé, hein, étant donné mon métier RH, mais je suis accompagnée donc Monsieur Gendron, Patrick Gendron, qui est Voilà, responsable Patrick d'ingénierie. Gendron, bonjour. Voilà, qui va pouvoir évidemment bien compléter sur les aspects techniques. Et donc, ce qu'on disait, comme Laura nous l'a justement indiqué, c'est que vous pouvez laisser des questions sur le chat au fil de l'eau, ce qui nous permettra à la fin d'y répondre, de façon à ce que vous ayez la présentation de manière continue. Alors, les métiers de l'ingénierie navale. Hop, si ça veut bien s'avancer, non, ça ne veut pas. Voilà. Alors déjà, on va présenter le secteur. L'ingénierie navale. Ingénierie, de quoi parle-t-on? Donc on va être sur toutes les fonctions qui vont couvrir différents périmètres. Donc les études de conception, des études de détail qui permettent la construction d'installations. Ça va être aussi la partie de réquisition, d'achat des équipements ou des systèmes pour aller jusqu'au suivi de la construction. Donc, on va voir tout à l'heure qu'il y a plusieurs étapes qui nous permettent de balayer un domaine assez vaste dans l'ingénierie. Donc, on va avoir, je dirais, deux types d'ingénierie, si on peut parler de types différents. Soit la société d'ingénierie, enfin la partie ingénierie est intégrée au sein même d'un chantier de construction. Soit on peut être une société à part entière d'ingénierie qui va être au service des constructeurs ou d'un client final comme un armateur, un pétrolier, ce qui est le cas de notre société Sofrecine d'ingénierie. Alors après, si on fait le focus sur la navale, qui est le domaine qui va nous intéresser plus particulièrement ce matin, on va parler d'une application sur tout type de navire. Alors on va travailler sur des navires civils, transport de passagers, navires marchands, transport de marchandises, ou navires militaires, donc tout ce qui est bâtiment de surface, sous-marin, et également des navires qui vont être plus liés au domaine de l'offshore, et on va parler d'unités flottantes de traitement du pétrole, du gaz, d'unités qui vont stocker aussi ces fluides et qui vont pouvoir aussi permettre de les transporter. Et on va parler également de navires d'installation, puisque lorsque l'on est sur des constructions, des unités qui sont offshore, en mer, il faut pouvoir avoir des navires de pause qui vont nous permettre d'installer ces différentes unités en mer, ou tout simplement aussi des navires qui vont permettre de transporter, d'acheminer des parties d'unités industrielles d'un point A vers un point B. Donc, en termes d'ingénierie, nous allons pouvoir travailler sur tous ces types de navires. Si on fait un petit focus sur Sofrecide pour que vous en sachiez un petit peu plus, donc Sofrecide Engineering, c'est une société qui a été fondée en 1958. Historiquement, vous voyez sur la carte à droite avec une implantation sur des façades maritimes, bien évidemment, puisque cette société d'ingénierie travaillait historiquement pour les différents arsenaux et ports dans le domaine naval. Donc, vous voyez que le domaine naval, si on regarde les différents secteurs d'activité, constitue 30% de notre activité. Parmi d'autres domaines aussi qui se développent pas mal, que sont le domaine des nouvelles énergies, 25%, où on peut avoir des liens aussi forts avec le domaine naval. Le domaine oil and gas, où je vous ai dit tout à l'heure, on avait des domaines forts aussi, puisqu'on va avoir des unités de traitement du pétrole, du gaz qui sont flottantes. Donc, On va combiner les deux on métiers. va pouvoir combiner les deux métiers, effectivement, et 15% en industrie.
Donc, Sofrecid Engineering, vous avez vu l'implantation sur la grande façade ouest et aussi à Marseille, un bureau qui commence à se développer. Donc, on a ouvert depuis peu, donc vous en avez peut-être entendu parler ou pas. Donc, 330 employés qui sont répartis sur tous ces établissements. À l'année, on fait environ 250 projets, donc c'est assez important. On va avoir des projets de petite taille ou de grande taille, donc on peut être de quelques semaines à plusieurs mois, jusqu'à 6 mois. On a eu des projets d'1 an, 2 ans, mais je dirais que ces typologies de projets maintenant sont plus proches de 3 à 6 mois, peut-être. On a des projets qui commencent en quelques centaines d'heures et on va dire les beaux projets, ils sont entre 50 000 et 80 000 heures qu'on va faire en une année, sachant qu'une personne réalise à peu près 1600 heures par an. Voilà. Les activités, et ça va être le lien aussi qu'on va faire avec les métiers tout à l'heure, donc un pôle ingénierie assez fort, c'est ce qu'on va vous développer, de la gestion de projet, parce qu'évidemment dès qu'il s'agit de faire des études, on va avoir une partie gestion de projet, donc de projet d'études, mais aussi un suivi de la construction qui peut être proposé, donc on voit aussi la partie management de la construction, qui est liée aussi à tout ce qui est procurement de services, donc des services de réquisition, d'achat de matériel, et une partie aussi de recherche et développement. Et là, on est en mode de société de conseil, quelque part, vis-à-vis de nos clients. Nous faisons partie aussi du groupe SAIPEM, donc, qui est un groupe qui travaille dans le pétrole et le gaz historiquement. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet d'un projet de construction navale, déjà, il faut comprendre qu'il y a plusieurs étapes. Donc, vous l'aurez compris, Sofrecid Engineering, comme les sociétés d'ingénierie dans le domaine naval, a pour objectif de concevoir et d'intégrer des solutions techniques pour la construction de navires, d'unités flottantes neuves ou des unités existantes, donc modifier des navires existants. Et on intervient de la définition du besoin de nos clients jusqu'à la livraison d'un produit fini. C'est pour ça que dans les différentes étapes, vous allez voir qu'on va partir sur la définition du besoin, donc une discussion avec le client sur son besoin pour lui apporter les supports nécessaires et pouvoir lui indiquer les études qui vont être associées aux besoins auxquels il a besoin de répondre. Besoin, j'ai un petit peu mélangé les mots. Donc là, déjà, vous voyez tout en bas de cette slide les intervenants et les métiers qui vont être sollicités à chaque étape d'un projet de construction navale. Donc, dans cette première étape de définition du besoin avec le client, nous avons les commerciaux et les ingénieurs spécialistes qui vont pouvoir échanger avec le client. Ensuite, on a une étape d'étude conceptuelle. Donc, c'est une étape d'étude de faisabilité. On va regarder d'un point de vue technique ce qu'il est faisable de réaliser et on va déjà donner une idée de coût. C'est ce que vont nous demander très rapidement nos clients. Donc, de ces études-là sont livrés des schémas de principe, des schémas de conception et des schémas de réalisation du projet in fine. Et on estime évidemment un budget, c'est ce que je vous disais. Donc là, on va avoir évidemment des ingénieurs spécialistes et des techniciens d'études aussi dans leur spécialité qui vont pouvoir commencer à figer des concepts. Les grands dimensionnements, ce qu'on fait déjà à ce moment-là. Tout à fait. Et un chef de projet qui va venir ordonnancer, être en lien avec le client sur ces aspects-là. Les études de base, c'est l'étape d'après. On va plus on approche de la construction évidemment, et plus on va aller vers une production détaillée d'éléments, de documents. Donc les études de base vont permettre de donner des schémas d'installation ou de systèmes où chaque métier va pouvoir intervenir et on va pouvoir donner une visualisation sous forme d'une maquette en 2 dimensions ou en 3 dimensions et apporter des spécifications techniques aux clients, des notes de calcul beaucoup plus poussées et toujours fiabiliser le coût de l'unité. Et encore une fois, nous avons les mêmes acteurs qui vont intervenir et là, je dirais, ce seront les mêmes jusqu'à la fin des étapes d'un projet de construction navale. Les études de détail, là, c'est très précis. Nous livrons des plans qui vont être bons pour la construction. Avec les spécifications techniques de matériel, donc là les services des acheteurs et les réquisitions vont pouvoir avoir lieu.
Et nous allons également avoir les différents intervenants qu'on citait préalablement. Suivi de construction, donc là, je dirais, c'est l'étape d'après. Sur le chantier de construction, pouvoir apporter un support. L'ingénierie aussi intervient sur cette étape-là clé et il va pouvoir aussi être question de mettre à jour les plans tels que construits, de façon à avoir un historique des installations dans un objectif après de les maintenir et de pouvoir avoir Dossier à jour. un dossier à jour. Exactement. Dans cette phase-là, un certain nombre de chantiers nous sollicitent aussi pour faire ce qu'on appelle du field engineering, c'est-à-dire faire de l'ingénierie de proximité. Parce que, par exemple, on a défini que pour un pont, il fallait des tôles de telle épaisseur. Le chantier nous dit, bah, j'en trouve pas, j'ai un très long délai d'appro. Par contre, j'ai une autre épaisseur, est-ce que je peux l'utiliser? Donc, il va falloir qu'on revoie rapidement les calculs ou le design pour leur répondre en quelques heures ou quelques jours, oui, c'est bon ou non, c'est pas bon. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut être amené à travailler sur chacune des étapes indépendamment. En fait, le client va nous mandater une mission, alors soit sur cette première étape de définition du besoin, soit sur des études de base, puisque les études conceptuelles ont déjà été réalisées par nous ou d'autres sociétés. Et puis les deux parties, les deux dernières, la partie études de détail ou suivi de construction, ça peut rentrer dans le petit schéma que Aurélie a présenté précédemment, où le chantier va garder une partie de cela. Voilà. Donc on se mettra en interface soit à la fin des études de base, soit après une réalisation de 20 ou 30% du détail, on va faire un transfert vers le chantier. Voilà. Alors, maintenant que vous avez ces éléments-là, je vais essayer de passer à la suivante, mais je pense que je sais pas ce que je suis arrivée sur la notation. Alors, comment je sors de ça? Ici. Enregistrer, non, annuler. Je suis embêtée avec ça. Hop. Voilà. Alors, si on poursuit. Donc, pour avoir une idée des images, pardon, je reviens sur l'arrière. Donc, du plan au suivi de construction, là, vous êtes sur la partie plan. Vous avez une image d'un PID, donc c'est un schéma qui peut être donc livré à nos clients. Et on a voulu vous montrer par les photos que, évidemment, si on est sur ces plans-là, sur des maquettes 2D, on va travailler sur informatique. Donc un métier relativement sédentaire, même si nous sommes en mesure d'aller sur les sites et que nous y allons. Et c'est la photo d'après. Vous voyez, un métier d'équipe aussi pas mal parce qu'on doit travailler à distance avec différentes agences, avec nos clients, les fournisseurs. Donc ensuite, pour ce qu'il en est du plan de suivi de construction, là vous avez des photos de nos collaborateurs qui sont allés sur chantier de construction, qui ont fait du support à la construction, ce qui nous montre qu'on est amené aussi à aller sur les sites pour des missions ponctuelles ou alors des expatriations de plus longue durée. Et là, effectivement, on n'est plus en mode sédentaire. Alors, si on fait un petit focus sur Soprecity Engineering et le domaine naval, pour avoir une idée des clients, parce que tout se situe en France, mais aussi beaucoup à l'international. Donc, nos clients navals, on va retrouver des enseignes que vous devez connaître aussi, puisqu'elles sont implantées localement. Naval Group, on va retrouver un peu partout en France. CMA-CGM, les chantiers navals de Marseille, Damen, Maritime Nantaise, la société Ponant, les chantiers de l'Atlantique, voilà, toutes ces sociétés-là qui ont des navires à construire, à modifier, des flottes à concevoir. Suivre. Et à suivre, exactement. Ensuite, vous allez retrouver les clients pétroliers qui, eux aussi, vont avoir des problématiques navales quand on va parler des unités flottantes de traitement du pétrole et du gaz. Donc, les compétences navales de Soprecity Engineering vont être mises en œuvre. Et on va retrouver les nouveaux clients liés aux nouvelles énergies, qui est le secteur qu'on vous présentait tout à l'heure aussi. On va avoir des problématiques navales à traiter également. Alors, nos réalisations. Donc là, vous avez une photo qui va vous permettre de vous dire concrètement ce qu'on est capable de faire. En haut à gauche, vous avez un pétrolier donc qui fait partie de la flotte totale que nous avons intégralement modifié
pour donner la photo en bas à droite et que nous avons modifié. Alors, c'est un projet de longue haleine, hein. Nous avons modifié donc ce pétrolier en unité flottante de traitement du pétrole qu'on appelle FPSO. Et vous voyez qu'il y a eu un certain nombre de modifications de tout ordre, hein, structurelles. On est venu mettre littéralement une usine sur le pont de ce bateau-là. On lui a rajouté 30 000 tonnes sur le pont. Voilà. Donc 30 000 tonnes, vous comprenez bien qu'il a fallu faire un certain nombre d'études pour permettre la tenue à la mer, la force structurelle du bateau. Donc de nombreux métiers et un très très gros ouvrage, puisque ça représente 3 ans d'études. 600 000 heures d'ingénierie, donc c'est 300 personnes en pic, et on va dire en régime de croisière, c'était 180 personnes. Et tout ça en 28 mois. Donc un délai très très court. Donc justement, ce qu'on va faire, là je vais faire une petite manipulation. L'idée c'est de vous montrer en image ce qui a été fait et le travail de l'ingénierie. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, de façon à ce qu'on puisse parler de la question. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Je ne crois pas, parce que je pense que j'avais partagé. Tiens, regarde, comme ça tu verras. Voilà, exact. Donc, je n'avais pas partagé mon écran, je vais revenir à partager mon écran. Ça va être plus facile. Vous partagez, arrêtez le partage. Partager écran, je n'avais pas bien fait la manip. Très bien. Et c'est parti pour le petit film que Patrick va pouvoir vous commenter. Donc, ce fameux projet de transformation. Donc, on est parti d'un pétrolier VLCC, donc c'est des grands pétroliers qui font 320 mètres de long. Et on l'a converti donc, en FPSO. Donc, voilà, on retrouve l'image du pétrolier flottant. Alors, on avait très peu de... Voilà, une partie des modifs. On avait très peu de plans. L'armateur disposait d'un jeu de plans très, très limité. Donc, notre problématique, c'était de savoir comment il était fait. Donc, on a d'abord été scanner le navire. Voilà, là, on va faire un focus sur la zone arrière du navire, la zone machine. Ça nous montre ça, tout ce qu'on a rajouté comme système, comme équipement dedans pour assurer les performances de production d'eau, d'azote et autres qui vont servir à la purification du pétrole sur le pont. Donc on arrive à une densité très importante et on fait travailler à peu près tous les métiers chez nous. Hein. De la structure, évidemment, on voit plein de supports d'équipement. On fait travailler les tuyauteurs, on fait travailler les gens qui vont suivre les équipements. Et là, ce que nous montre la vidéo, c'est quelque chose d'intéressant. On a scanné le navire, et puis, ah tiens, si tu peux arrêter un tout petit peu la vidéo. Attends, stop. Voilà. Voilà, on a scanné le navire parce qu'on n'avait pas de plan, et on est venu intégrer notre modèle 3D dans le scan, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout reconstruit, on a reconstruit, voilà, on a construit que les nouveaux équipements, que les nouvelles lignes, et on s'est interconnecté avec l'image de ce qu'il y avait à bord, avec ce nuage de points. Bon, vas-y, tu peux repartir. Donc beaucoup de tuyaux, beaucoup de pompes, de ballons, d'équipements. En électricité, il a fallu redéfinir l'usine de production électrique, sa distribution. Voilà. Donc on a bien tous les métiers qu'on peut rencontrer dans une ingénierie. Partie structure, la petite vidéo va nous montrer un petit peu, voilà, on a enlevé un certain nombre de choses du bateau. On voit qu'on a enlevé le château, par exemple, du quartier vie, et puis beaucoup de choses dans les cuves. On a fait un gros trou pour passer à un tourette pour se connecter avec les puits qui sont à 2000 mètres sous la mer. Et voilà un petit peu tout ce qu'on a rajouté comme renfort ou comme modification de géométrie sur le navire. Ça représente du travail, voilà, pour une équipe de 25-30 personnes en ingénieurs et techniciens en structure pendant ces 28 mois, où ils ont recalculé tous les efforts que le bateau allait subir. Et les techniciens, eux, en structure, ils ont défini la forme des pièces, c'est eux qui ont la maîtrise de la conception. Les ingénieurs vont aller vérifier par le calcul que les efforts qui vont être admis sur le pont et sur la zone sont bien acceptés par les nouveaux renforts qu'on a définis. Problématique de ces renforts, eh bien, il faut les
les rentrer dans le bateau, on ne va pas éventrer le bateau, donc il faut être astucieux pour trouver comment les rentrer dans le bateau. On avait des renforts qui faisaient plus de 20 mètres de long sur 3-4 mètres de hauteur. Eh bien, faut minimiser les brèches. Voilà. On est toujours avec un délai court et puis une notion de coût à l'exécution. Voilà. Et puis on finit par la vidéo du FPSO qui est en train de flotter. Voilà, le produit fini. Je propose de passer sur celle des scrubbers qui va nous donner aussi une autre indication. Alors, un scrubber, qu'est-ce que c'est, Patrick? Alors, un scrubber, c'est un système qui va permettre de traiter les fumées. On a tous vu des images très très moches de bateaux qui crachaient très noirs dans les ports, surtout du côté de Cannes, Nice, Marseille. La presse a insisté fortement là-dessus. Et aujourd'hui, il y a des réglementations qui obligent à traiter et à minimiser les taux de rejet de poussière dans l'atmosphère. Donc, on va venir capturer ces poussières dans la fumée et les stocker et les traiter lorsque le bateau sera à quai. On va les récupérer et ça sera traité à l'extérieur. Bon. C'est un procédé qui est très très lourd. Voilà, si on suit la vidéo, eh bien, effectivement, on voit un bateau qui passe et puis qui crache de la fumée. Là, c'est pareil. On va commencer par aller scanner le bateau parce que il faut qu'on soit au millimètre près. Et le bateau, quand il a navigué, il a entre guillemets vieilli, il s'est tordu un peu dans tous les sens avec des effets de vagues, de chargement et autres. Donc, il faut qu'on soit sûr de nos dimensions. L'espace est extrêmement restreint. Donc voilà, là par exemple le casing, la cheminée d'un porte-container. Et on va intégrer tout un tas d'équipements. On voit la zone, enfin l'emplacement que l'on se réserve, il est limité en bleu. Il ne faut pas qu'on sorte de ça parce qu'on va se retrouver au-delà des parois. Et on va voir les équipements qui vont arriver. Alors, c'est pareil, c'est des grosses modifications qu'on va faire sur le navire, hein, puisque dans les cheminées, dans les hauts, on va lui rajouter à peu près 300 tonnes. Bon, 300 tonnes, ça veut dire qu'on va revoir aussi l'architecture navale du bateau, on va revoir sa stabilité, on va revoir son hydrodynamique, donc ça fait travailler là aussi tous nos métiers. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on va rajouter. On va essayer de faire ça en construction un petit peu modulaire, de façon à pouvoir immobiliser au minimum le bateau lors de la modification. Voilà. Donc on va faire circuler de l'eau jusqu'en haut de la cheminée et on va venir la pulvériser dans les conduits de cheminée de façon à ce qu'elle capture les poussières et on récupère tout ça et on le traite derrière. Voilà. Nous avons un bateau qui au final est plus propre. Ça vous a permis d'avoir disons, une vision pratico-pratique de la question, du sujet. Je vous Voilà, propose. on fait ça pour les fumées, on va traiter les eaux de ballast, enfin bref, on va faire des modifications pour adapter les navires aux évolutions de réglementation et on fait aujourd'hui un certain nombre d'études conceptuelles ou de R&D pour aller bien au-delà des réglementations et on travaille là conjointement avec des armateurs pour faire évoluer leur flotte. Un des beaux sujets aussi du moment, c'est de dire il faut diminuer l'effet de propulsion mécanique et on va rajouter des voiles sur les bateaux et on voit qu'aujourd'hui beaucoup de gens s'intéressent à ça et on a 2-3 projets aujourd'hui qui tournent autour de ça. Et des jolis projets. Exactement. Alors, on a déjà parlé métier, mais l'idée c'était de partir du concret pour pouvoir un petit peu formaliser et vous amener un petit peu plus d'aspects, je dirais, théoriques de définition de nos emplois chez Sofrecide et dans le monde de l'ingénierie navale. Donc, vous l'avez entendu, on a, je dirais, 3 types d'emplois qu'on vous présente depuis le départ, le technicien étude, l'ingénieur étude et le chef de projet, qui vont pouvoir travailler sur une ou plusieurs disciplines. Alors, le technicien étude et l'ingénieur étude vont travailler sur une spécialité, et le chef de projet sur plusieurs spécialités. Alors, si on regarde l'architecture navale, donc là, c'est un métier où on va retrouver que des ingénieurs, en l'occurrence. Eux vont travailler, on le disait, sur la stabilité, l'hydrodynamique, la tenue à la mer des bateaux. Donc, vous voyez ici, on a mis des images d'essais en miniature dans des bassins d'un bateau. On va faire une modélisation numérique et on va aller valider la modélisation numérique
par un maquettage et un essai en bassin. Donc ça, c'est dans les phases conceptuelles que Aurélie nous a décrit tout à l'heure. Voilà, donc le rôle de l'architecte naval. Ensuite, on va retrouver des ingénieurs et techniciens qui vont travailler sur la structure navale. Donc, structure, vous l'avez dit, les renforts structurels de la coque des bateaux ou même de tous les équipements qui vont être accrochés à cette coque ou à une autre structure sur le bateau. Donc, tout un certain nombre de calculs, et c'est ici ce que l'on voit, une feuille de calcul d'un outil que l'on utilise au sein de notre société d'ingénierie. Voilà, quand je parlais tout à l'heure de taille des pièces qu'on va renforcer, on voit sur la partie basse, hein, clairement, on fait tout le tour, on ceinture complètement les cales du navire. Donc, c'est une pièce qu'on ne va pas rentrer d'un seul tenant. Et donc, il va falloir justement, et c'est le travail du technicien, voir où est-ce qu'il est important de couper la pièce de façon à pouvoir la rentrer par une brèche minimale. Et l'ingénieur vérifiera aussi après que lorsqu'on va les ressouder les éléments, eh ben on va pas avoir de faiblesse, par exemple. Le métier de génie des procédés, donc là la définition de tous les systèmes en amont et surtout leur dimensionnement, quel type de pompe et échangeur nous allons avoir besoin pour arriver à ce que la fonctionnalité de notre navire soit optimum. Exactement, il y a ça, et puis il y a un aspect composante chimique, comment on va transformer un fluide pour qu'il soit moins agressif, pour qu'on puisse, dans le cas du scrubber, capturer les fumées, en détruire une partie, voilà. Donc on va définir ce qu'il faut ajouter. C'est typiquement la même problématique qu'on a dans les véhicules, où on rajoute maintenant dans les diesels de l'AdBlue. Et ben voilà, nos ingénieurs process vont regarder quand même comment on va rajouter tel ou tel composant chimique pour transformer la matière. Le métier de tuyauterie installation générale, donc là il s'agit de cheminer tous les tuyaux transportant tout type de fluide, gaz, eau, pétrole, on a parlé, air, voilà. Donc vous voyez ici une maquette avec les différents tuyaux à devoir cheminer dans un environnement assez contraint. Électricité, donc là vous avez une photo à la fois des cheminements de nappes de câbles et aussi d'installation électrique je cherche le mot. Là, c'est l'usine électrique. L'image du bas, c'est une recette usine que l'on a fait sur une installation qu'on allait embarquer, qui nous permettait de produire l'électricité à bord, hein. On parle d'une vingtaine de mégawatts sur trois alternateurs de production et distribués dans toutes les zones du navire vers des tableaux secondaires qui vont alimenter tous les auxiliaires. Voilà. Donc on va faire le calcul de dimensionnement de cette usine électrique, le calcul jusque des alternateurs, on va faire les réquisitions, on va les préparer ou même faire leur approvisionnement, et on va faire toute la distribution électrique jusqu'à la prise de courant, et on va là aussi les approvisionner, mais on va intégrer tous ces cheminements de câbles qui sont volumineux dans la même maquette numérique que là où on aura défini notre structure, notre tuyauterie et autres, pour vérifier qu'on arrive tout à passer. On va faire une synthèse un petit peu de tous ces réseaux, de toutes ces problématiques et gérer tous les clashs, parce que il y a des endroits où c'est très, très dense et voilà. Et chaque fois que quelqu'un bouge quelque chose, il casse ce que son copain a fait. Voilà, alors le métier instrumentation, c'est pareil. On va pouvoir mettre des instruments. Ouais, la petite photo, elle parle très très vite. Ce sont des capteurs, des vannes, des capteurs de température. Bon, j'arrive pas à vous la mettre plus longuement. Voilà, hein, tous les instruments pour mesurer les débits, pression. On va avoir une certaine intelligence des installations, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits capteurs qui vont remonter de l'information en disant oui, il y a du fluide qui circule et il circule à telle vitesse, à telle température, telle pression. Et ça va permettre à des automates de
de réguler par des séquences et de faire fonctionner en automatique les installations où l'homme sera simplement à la supervision. Il aura des images de synthèse, un clavier pour piloter. Et quand il dit, par exemple, qu'il veut faire un transfert de fluide d'une pièce à l'autre, eh bien, l'automatisme va savoir ouvrir les vannes au moment voulu grâce à ses capteurs, va savoir les fermer quand on arrive à un certain niveau. Enfin, les gens qui ont navigué savent, je pense, de quoi je parle. Voilà. Donc ce sont des gens qui sont à la croisée des chemins entre l'électricité et l'informatique. Et le chef de projet, ben, qui va gérer toutes, je dirais, ces différentes disciplines sur le projet et éviter ces fameux clashs dont on parlait. Donc, pouvoir coordonner tous ces métiers de façon à ce que la communication fonctionne bien, aller chercher les données du client, les données d'entrée, pouvoir trancher sur des sujets techniques en fonction de ce que les spécialistes vont remonter comme difficulté. Alors, Il sera aussi en interface avec le client pour valider certains aspects techniques, mais aussi des aspects contractuels, hein, où le client il peut nous dire pendant notre projet, ben voilà, moi j'ai plus besoin d'une consommation de 12 kilowatts, mais je veux alimenter une barge qui sera à côté. Donc maintenant il va me falloir 25 mégawatts. Eh bien, on va devoir modifier notre usine électrique et le chef de projet, c'est lui qui va discuter avec le client des incidences que ça va pouvoir avoir en termes de travail à effectuer et donc d'impact sur le délai et en termes de coût. Et c'est lui qui va négocier ça. Lorsque le client l'aura validé, et ben on va lancer ce genre d'études pour adapter notre conception. Alors du coup, je vous propose de balayer assez rapidement du coup chacun des métiers. C'est une bonne synthèse de ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Donc là, si on parle du technicien d'études, donc dans son domaine de compétences, vous l'avez compris, on va très très loin dans chaque spécialité, la structure ou la tuyauterie, l'électricité. Le technicien études, il va participer à la conception d'une installation en réalisant des plans, des schémas de systèmes, voire même concevoir des équipements et en réaliser l'implantation sur les unités en fonction d'un cahier des charges. Donc, cahier des charges qui peut nous être fourni par le client et en fonction aussi des règlements divers qui vont exister, qui vont nous être imposés en fonction de la localisation, par exemple, de l'installation. Donc, le projeteur ou technicien d'études va réaliser toutes ces modélisations, toute sa conception en 2 dimensions, en 3 dimensions à l'aide de logiciels dédiés. Alors, on peut avoir plusieurs logiciels parce qu'un client va exiger tel type de logiciel, un autre client, un autre type de logiciel. On va être toujours sur la même, je dirais, philosophie pour l'utilisation de ces logiciels, mais il faut pouvoir passer d'un logiciel à l'autre. Voilà. Nous, on a une suite de logiciels de prédilection. Quand on nous laisse le libre choix, par contre, le client peut venir avec une imposition parce qu'il veut une harmonie dans les modèles 3D qu'on va lui livrer après. Il veut qu'ils soient compatibles les uns avec les autres et peut nous imposer des outils. Alors, parfois des outils qu'on connaît, parfois des outils qu'on ne connaît pas. Et ben là, on va passer par des cycles de formation et autres pour avoir des collaborateurs qui se retrouvent pas devant un écran à pas savoir que faire. Ils vont garder leur métier, mais ils vont adapter et l'outil porte bien son nom. C'est ce qui va permettre de transposer leurs connaissances. Alors, on le disait tout à l'heure, le technicien étude va intégrer les résultats des calculs qui sont fournis par les ingénieurs spécialistes sous forme de contraintes matières, de renforts, de modifications de dimensionnement et surtout de conception de pièces et de systèmes. Il va participer en équipe, et c'est très important de parler d'équipe, à des missions à bord ou sur site, comme on a pu le dire, pour faire les relevés nécessaires, faire les relevés laser, prendre des photos, récupérer des schémas, de façon à pouvoir travailler sur des documents fiables pour pouvoir traiter ces différentes données et les intégrer dans le modèle. Alors, si on regarde un petit peu le savoir-faire et le savoir-être d'un technicien études projeteur, le savoir-faire, vous l'aurez compris, une bonne vision dans l'espace. Il faut connaître les règles de dessin industriel sur le bout des doigts, la schématique, et puis après, avoir une compétence technique particulière, on l'a dit, hein, une spécialité, et maîtriser les outils informatiques 2D ou 3D. Des techniques de conception, pouvoir prédimensionner des pièces. On parle depuis le début de projets qui se font en France, mais aussi pour des clients à l'étranger. Donc,
la pratique de l'anglais est indispensable. Tous les documents sont en anglais. Oui, c'est-à-dire même si notre client est français, en général, les documents sont en anglais. La société de classification va nous demander des documents en anglais de toute façon. Voilà, donc on travaille sur de l'anglais. En savoir-être, beaucoup de rigueur, d'application dans le travail réalisé, une présentation soignée, beaucoup d'autocontrôle, de vérification des produits livrés, un esprit d'équipe fort, parce que comme vous l'avez vu, on est en interaction, tous les métiers sont en interaction, donc il faut avoir le bon réflexe de communiquer les modifications que l'on peut faire, qui vont impacter les autres équipes techniques. Une curiosité technique, évidemment, toujours se Chercher poser, des solutions. chercher des solutions, se poser la question de l'impact de sa conception sur l'installation au global. Voilà, beaucoup de rigueur et de méthode. Alors, les formations, pour y parvenir, on va être sur des formations Bac+2, +3, BTS, donc avec une spécialité généralement. Alors, métier DUT, les ex-DUT spécialisés exactement vous amènent aussi vers un métier technique. Et après, on va avoir toutes les licences professionnelles qui sont dans la continuité d'une spécialité de BTS ou d'ancien DUT, ou les nouveaux BUT qui vont être spécialisés dans un métier technique, où on connaît aussi la licence professionnelle des métiers de l'industrie navale et maritime, qui va permettre de donner, je dirais, le contexte d'informer et d'apprendre, de permettre d'apprendre aux stagiaires, aux étudiants, le domaine de l'industrie navale, ce qu'il en est, et les tenants aboutissants du métier du domaine naval. Maintenant, ça, ce sont on va dire, ce sont les voies classiques. Tu peux avoir aussi, Aurélie, tu es bien placé parce que en tant que RH, il y a des gens qui ont fait un CAP, BEP, voire Bac Pro derrière, qui peuvent intégrer aussi ces métiers-là de par leur expérience déjà, leur vécu et leur connaissance du domaine naval, des installations qu'on va y traiter. Et voilà, la migration sera plus dans la maîtrise des outils informatiques et des règles de dessin, mais ils auront un métier. Voilà, donc ça, c'est la voie, on va dire, idéale quand on recrute des gens à la sortie de l'école, mais on n'a pas que ça. Non, 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 non. Ça n'exclut pas les gens qui ont d'autres formations. Effectivement, et c'est en ça que aussi souvent les formations qui ont pu être réalisées en alternance aussi apportent un plus. Mais là, c'est ce que dit effectivement Patrick, les gens qui vont venir du terrain et qui ont une envie de poursuivre dans les études, finalement, il va leur falloir les règles de dessin industriel en plus pour pouvoir accéder rapidement aussi aux techniciens d'études, au métier de technicien d'études. Ensuite, on parlait d'outils. Il existe une formation à Lorient, et il en existe ailleurs aussi, qui permet de faire un focus sur les outils de CAO, DAO. C'est la formation de technicien bureau d'études assisté par ordinateur sur la filière industrie de la CCI de Lorient. Donc voilà, vous avez vu par métier, on classe les BTS, les spécialités qui permettent d'aller sur une voie plutôt qu'une autre, donc en instrument. Voilà, les voies de prédilection, on va dire. Exactement. On retrouve tous nos métiers qu'on vous a cités jusqu'à présent. Alors, l'ingénieur d'études spécialiste, lui, quelle que soit sa spécialité, il va réaliser la conception et le dimensionnement, les spécifications techniques d'une installation, toujours selon le cahier des charges général du client, en respect des codes et réglementations applicables. Donc, il va être un peu plus sur la partie calcul, généralement, et il va aussi participer en amont au chiffrage des offres dans sa spécialité, en disant voilà, pour telle étude, il faut qu'on compte tant d'heures de nos ingénieurs et techniciens pour mener à bien les études pour les clients. Il va animer aussi des réunions techniques internes. Comme vous avez vu, on a beaucoup d'interactions entre les métiers, donc il faut pouvoir animer des réunions techniques et aussi en lien en externe avec les fournisseurs et les clients. Donc du coup, il va y avoir par conséquent un rôle d'encadrement d'équipe, de dessinateurs, techniciens, projeteurs ou ingénieurs.
d'ingénieur dans un projet pour son métier. Il peut être le garant de son équipe. Il sera le pilote de l'équipe et il aura avec lui quelques ingénieurs et quelques techniciens et il représentera l'ensemble de son équipe au point d'avancement technique, aux réunions de clarif avec le client. Voilà. Donc, il va rapidement accéder à une fonction de management technique. Si on regarde savoir-faire, savoir-être, toujours avec la petite toile d'araignée là sur la droite, l'ingénieur va avoir des connaissances et compréhension d'un large champ de sciences fondamentales parce qu'on va lui demander de résoudre des problématiques qui sont a priori pas forcément familières ou pas complètement définies. Donc, il faut avoir une certaine curiosité technique et capacité d'analyse et de synthèse pour aller vers des solutions techniques, tout en maîtrisant les outils de modélisation mathématique, de simulation numérique pour arriver à ses fins. Voilà, il va souvent se retrouver face à une problématique mathématique. Exactement. Donc, beaucoup de rigueur, d'organisation, autocontrôle, évidemment, hein. On est sur des installations qui peuvent mettre en danger les utilisateurs. Donc, il faut faire attention à ce qu'on chiffre, à ce qu'on calcule. Esprit d'équipe, on l'a dit, curiosité technique, de manière générale, on va retrouver dans tous nos métiers. Toujours les différentes voies, donc la voie classique, je dirais, c'est un cycle d'école d'ingénieur, avec aussi des universités qui proposent des masters 2 spécialisés dans certaines disciplines. On peut retrouver aussi, par le biais de la formation continue et de la VAE, des collaborateurs qui vont pouvoir évoluer aussi du métier de technicien d'études vers le métier d'ingénieur. Historiquement, le CNAM propose des cours qui permettent de compléter sur la partie numérique et mathématique notamment, puisque là, il y a effectivement un cheminement à avoir pour pouvoir accéder à ces métiers de calcul d'ingénieur. Je notais aussi le CESI et l'ICAM, qui sont d'autres écoles généralistes qui vont pouvoir peut-être orienter davantage sur les parties management, gestion du contrat, autres plus transverses. Et il existe évidemment aussi des formations par alternance. Mais de manière générale, les ingénieurs chez Sofrecid et dans les sociétés d'ingénierie vont avoir une spécialité parce qu'elles vont très très loin dans leur domaine. Le chef de projet, alors le chef de projet, vous l'aurez compris, il prend en charge la conduite de l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation des objectifs techniques, dans le respect du budget et des délais du contrat. Donc en fait, finalement, c'est un chef d'entreprise, le chef de projet. Il va gérer les hommes, gérer les budgets, organiser les activités et assurer les interfaces avec le client dans le domaine de spécialité d'entreprise. Donc, une partie très importante de gestion du contrat, de son émission à la clôture de l'affaire. Donc, en termes de profil, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, les chefs de projet sont des personnes qui auront déjà commencé généralement dans une spécialité technique et auront pu s'enrichir au gré de leur expérience des autres complexités techniques et des autres disciplines techniques pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur les installations et pouvoir après coordonner techniquement toutes les activités d'un projet. Donc vraiment, il a besoin d'acquérir des compétences pluridisciplinaires. Si on regarde donc savoir-faire et savoir-être, savoir-faire, c'est ce qu'on a dit, avoir une compréhension assez large des sciences fondamentales, des différentes problématiques. Il doit être en mesure de comprendre chaque problématique de chaque spécialité pour pouvoir aller questionner le client, avoir aussi des réponses à donner du client, pouvoir trancher techniquement. Donc, il doit pouvoir avoir une grande culture générale technique. Il va avoir une compréhension technique de l'ensemble des problématiques. Exactement. Et on disait maîtriser des outils de gestion de projet parce que il doit planifier, suivre les délais, gérer le budget et le contrat. Donc une capacité d'analyse et de synthèse et une pratique de l'anglais indispensable autant écrite qu'orale puisqu'il va être en première ligne en interface avec les clients notamment. Donc rigueur, organisation, leadership.
des facultés à gérer plusieurs personnes, à manager des équipes, et une bonne communication et une sens du service et de la relation client. En termes de formation, on l'a dit, on provient, enfin, nos chefs de projet vont provenir d'une formation ingénieur, généralement, cycle ingénieur ou master 2, puisqu'ils sont passés déjà par un rôle de plus spécialiste, ou en tout cas plus technique en début d'expérience, de carrière. Et puis des formations complémentaires viennent donner des outils pour la gestion de projet. Donc, c'est ce qu'on disait, là où les formations ne suffisent pas, on y accède vraiment par l'expérience. Un ingénieur, au cours de sa carrière, globalement, il a deux voies qui se dessinent pour lui. C'est soit il va virer du côté de l'expertise technique dans son métier, soit il va vouloir prendre la voie plutôt du management et se diriger vers le projet. Voilà. Et on voit qu'au sein de nos équipes, au fil du temps, on a vraiment voilà, les deux cas qui se présentent. Il y a des gens qui ont vraiment envie de maîtriser à l'élément le plus pointu leur métier. Ils ont vraiment ce feeling de l'expertise. Et d'autres qui ont envie d'avoir une vision un peu plus macroscopique, plus générale, comprendre toutes les problématiques et piloter des équipes, se retrouver en interface avec le client. Voilà, c'est deux philosophies différentes et on a vraiment les deux types de population. Et cette évolution, elle va être valable aussi au niveau des techniciens. Exactement, j'allais dire, on a quand même pas que des ingénieurs qui sont chefs de projet. Tout à fait. On a des gens qui ont gravi les échelons et qui avaient cette envie. Exactement. Et on recrute des gens aujourd'hui encore. Un cas de Guillaume, tout jeune qu'on a recruté l'année dernière, qui lui, d'entrée de jeu, avec une licence professionnelle, me dit, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux à terme être chef de projet. Ça prendra peut-être 10 ans, mais c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Donc, on est en train de lui faire un parcours technique qui va durer une dizaine d'années, où il va maîtriser à peu près tous les problématiques que l'on va rencontrer, et il se destine à ça. Voilà. Donc, on a un fil rouge pour 10 ans pour cette personne. Voilà, donc il faut voir long. C'est la stratégie à long terme, mais on doit en faire dans l'entreprise. Voilà, donc voilà ce qu'il en est de notre présentation. Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. On peut revenir sur des slides, voilà, visionner les choses que vous avez besoin de revoir. N'hésitez pas. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, ce que je propose, c'est que je vais libérer les micros des participants, voilà, pour que vous puissiez poser vos questions à l'oral. Si vous préférez le faire par chat, c'est possible aussi. Vous avez, je pense, déjà identifié la petite fenêtre en bas à droite de votre écran. Donc, je vais libérer les micros et on va pouvoir passer aux questions. Alors, est-ce que c'est... Non, attendez. Voilà, donc vous devriez... Voilà, je ne peux pas rétablir le son de tout le monde en même temps. Par contre, ce que je vous invite, c'est en bas à gauche de votre écran, donc gauche milieu, vous avez un petit bouton où il est marqué rétablir le son. Donc voilà, vous pouvez tous ceux qui le souhaitent cliquer sur le petit bouton pour rétablir le son. Bonjour, j'ai une première question, vous m'entendez? Très bien. Oui. Bonjour, je m'appelle François Thomas. J'avais une question sur votre mode de fonctionnement. Vous faites de la maîtrise d'œuvre au global, mais aussi du conseil plus ponctuel sur certains projets qui sont menés par vos clients? Oui, tout à fait. On peut être dans les phases conceptuelles, surtout. Le client, il peut venir nous voir en disant, ben voilà, j'aimerais bien modifier mon navire, lui ajouter telle fonction ou autre. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que ça demanderait une immobilisation importante du navire? Est-ce que vous savez me dire, par exemple, quel coût ça pourrait représenter? Donc le client peut venir nous voir comme ça. Ou il peut venir nous voir aussi, des fois, en disant, bah, écoutez, j'ai eu un problème sur mon navire.
est-ce que vous voudriez bien essayer de diagnostiquer ce qui s'est passé et nous préconiser une solution de modification ou de renforcement? Il peut voir apparaître une fissure sur son navire ou autre et il nous sollicite. Oui. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, voilà, je voulais savoir le niveau d'échelle du support. Très bien, merci. On doit être capable globalement de répondre à toute sollicitation puisqu'on travaille sur toutes les phases depuis vraiment on va dire l'embryon de la conception jusqu'à la livraison d'un produit fini. On doit être capable de répondre à l'ensemble des problématiques. Et on s'efforce de l'être. Et du coup, votre produit fini, c'est purement l'ingénierie ou vous avez également de la fabrication d'éléments qui sont ensuite embarqués à bord? Alors, j'allais dire, Sofrecid Engineering, on porte bien notre nom, on est purement engineering. Par contre, on prend des contrats qui sont ce qu'on appelle le l'EPC, engineering, procurement et construction, et on peut contracter un chantier qui sera notre sous-traitant et qui va construire pour nous. C'est là où on a besoin d'aller faire de la supervision dans ce chantier et suivre ce que notre fournisseur, en l'occurrence le chantier, va nous délivrer au final. Parce qu'on est quand même responsable du produit fini. Mais on n'a pas un bassin et un chantier à côté de nous. Très bien, merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, c'est le moment. Alors, moi, je vais prendre la parole. D'abord, je vous remercie pour cette présentation. Donc, je suis Jean-Yves Chenu. J'ai 30 ans d'expérience dans l'industrie, pas du tout dans le naval et l'engineering, l'industrie électronique, microélectronique et automobile. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai décidé de faire un nouveau choix d'orientation professionnelle et d'essayer d'aller rejoindre le domaine maritime. Il se trouve qu'effectivement, après diverses montées mon réseau et approcher différentes entreprises du domaine naval, j'ai pu rejoindre Naval Group pour un stage d'immersion il y a 1 an, juste avant la crise sanitaire. Et malheureusement, mon stage d'immersion sur Nantes dans les systèmes de propulsion a été arrêté pour effectivement l'arrivée du Covid. J'ai pas pu reprendre effectivement chez Naval Group. Moi, j'aurais une question à Sofrecid en fin de compte. Alors moi, je suis effectivement, ma fonction, elle est qualité. Je suis un qualiticien. J'ai fait beaucoup de qualité dans l'automobile et puis dans la microélectronique. Et mon souhait, effectivement, c'était de pouvoir transférer mes compétences, mon expérience dans le domaine de la construction navale. J'étais prêt, effectivement, à faire potentiellement une formation. Bon, il se trouve que le stage d'immersion aussi, c'est vrai qu'en 2019, pardon, l'industrie et entre autres Naval Group avait effectivement le vent en poupe et avait beaucoup d'opportunités. Donc, vraiment, pour aller m'orienter dans le domaine de la qualité, est-ce qu'effectivement, au sein de Sofrecid, il y a des fonctions, par exemple, qualité dans ces sociétés d'engineering comme la vôtre, des fonctions effectivement où on vient, je dirais, à côté de tous ces techniciens, ces ingénieurs, on vient valider cette partie et je dirais la partie système de management de la qualité pour des entreprises qui vous font travailler. Vous voyez, j'essaye de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez une réponse sur la partie qualité de comment ça Alors oui, fonctionne? bien sûr, j'ai une réponse. Voilà, monsieur. Alors déjà, on est ISO 9001, donc forcément la qualité, on en a. Chez Sofrecid, et c'est aussi partagé avec notre groupe CIPEM, on a un réseau qualité avec un responsable de cette qualité et des correspondants dans chaque établissement. Maintenant, on a un système en place. On a parlé d'autocontrôle des documents, on fait de la vérification, on fait de l'approbation des documents. Donc, il y a tout un tas de gammes et de méthodologies de contrôle des documents associés à la qualité qui a été mis en place et qui évolue au fil du temps. Par contre, on n'a pas, en parallèle de notre production, un service qualité qui vient les assister. La qualité, elle est directement intégrée dans le travail des équipes.
Et on n'est pas comme dans un chantier de construction où on va avoir des gens qui vont, et on les côtoie lorsqu'on fait les FAT des équipements, qui vont venir approuver qu'effectivement les documents sont conformes en termes de configuration par rapport aux équipements, qui vont checker que les procédures ou qui vont aller faire des audits chez les fournisseurs pour voir si leur système qualité correspond à ce qu'on en attend. Voilà. On n'a pas ce genre de service, entre guillemets, dans une ingénierie. Donc, On a un poste de responsable qualité au sein de la société. voilà. Et un correspondant qualité par établissement qui va aller faire des audits. Alors, on essaie de faire des audits croisés. Le correspondant qualité de Lorient, il va aller faire des audits à Brest, à Nantes ou à Pau, et celui de Pau, il va venir en faire à Lorient, et pendant le déroulé des projets, voilà, on va regarder si on a des non-conformités par rapport au système en place. D'accord. Ce correspondant aura un métier propre, sauf précis. Il fera autre chose, voilà. Il n'est pas à 100%. Il est multi-compétent, multitâche, multicasquette, voilà. Le correspondant qualité à Lorient, il a en toute fonction, il est responsable du département PECON, donc c'est le project control, et puis la planification des projets. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, juste la dernière question, mais effectivement, sur 300, vous disiez effectivement 330 employés, enfin 330, une structure de 330 personnes chez Sofrecide, en gros, vous avez 1 à 2 personnes qui travaillent sur le domaine de la qualité, c'est ça? Eh bien, on a une personne à temps plein qui est le responsable D'accord. qualité et une personne par établissement où la qualité va représenter à peu près 20% de son temps. D'accord. Ok. Alors, ça, c'est dans le régime nominal. Par contre, effectivement, on va y passer, et tous, moi le premier en tant que responsable de l'ingénierie, lorsque l'ISO va évoluer et qu'il va falloir intégrer ça dans nos procédures et nos méthodologies de travail et de contrôle, et bien évidemment qu'on va y passer plus de temps. Voilà. Mais c'est pas pour autant que ça va être une personne qui sera mentionné Monsieur Qualité, qui sera le seul à le faire. C'est le responsable qui drive. Voilà. C'est lui qui va nous donner les évolutions de la norme et à nous de les traduire. Voilà. Et lui validera. Donc c'est effectivement plus côté chantier que vous devriez avoir un lien et plus de sens avec ce que vous avez fait, je pense, jusqu'à présent. De ce que vous nous présentez, voilà, il y a peut-être plus matière que du côté ingénierie, tout simplement parce qu'on a un petit peu moins de... Mais vous citez Naval Group. À Naval Group, il y a énormément d'agents qualité à bord lorsque le bateau est en construction, par exemple. Ouais. D'accord. Tout à fait. Vous étiez finalement bien connecté. Je pense que Oui. vous êtes où il faut, en fait. Vous êtes tout à fait où il faut, à la bonne porte. Après, il peut y avoir aussi des opportunités. Alors, je ne dis pas spécialement chez Sofrecide, parce que je ne veux pas dire que notre responsable qualité va bientôt s'en aller, c'est pas ça du tout. Mais, il est tout jeune. Voilà, il est tout jeune. Mais dans les sociétés d'ingénierie, il peut y avoir justement aussi ce poste de responsable qualité, de correspondant qualité, qui peut être à pouvoir à un moment donné. Oui. Et là, celui-là, c'est vraiment du 100% norme ISO qu'il devra digérer à longueur de temps. D'accord. Ouais. Très bien. Merci de ces réponses. Alors, j'ai vu que Michel avait posé une question. C'est ce que tu allais dire, Laura, je pense. Alors, y a-t-il des officiers de marine qui intègrent vos équipes? Si oui, plutôt dans quel secteur? Alors, moi, je vois le métier des packages. C'est voilà. Alors, oui. Ils sont plutôt équipement de package, c'est-à-dire lorsque le process a défini une pompe ou un équipement, un séparateur ou autre, c'est eux qui vont préparer la réquisition et qui vont suivre, qui vont qualifier avec les différents fournisseurs. Donc, ils vont faire ce qu'on appelle le TBE. Donc, TBE, ils vont analyser les offres et puis ils vont faire le plus et le moins de chaque offre. Ils vont essayer de les aligner en discutant avec les fournisseurs. Et après la commande, c'est eux qui suivront le fournisseur. Voilà, jusqu'à l'intégration du matériel à bord. Et ils participeront aussi aux recettes en usine. J'ai parlé des FAT tout à l'heure. Voilà. Du coup, les officiers de marine, évidemment, ont une connaissance des installations. Voilà, ils sont très opérationnels. Voilà. Donc, alors parfois, pour eux, la rigueur du bureau d'études est difficile au départ.
parce que voilà, ils trouvent, bon, on a eu le cas plusieurs fois, hein, ils trouvent au départ que c'est un petit peu beaucoup de paperasse et c'est pas assez orienté opérationnel, mais lorsqu'on arrive dans la phase où le constructeur, le fournisseur est en réalisation de l'équipement et qu'il faut aller faire les tests, la valider, et ben là, ils s'y retrouvent complètement et ils ont beaucoup de pertinence parce que ils projettent déjà l'équipement ou le système dans le navire. En gros, c'est logistique et commissioning, quoi. C'est pas de la logistique. Un petit peu, non? D'accord. La logistique, pour nous, elle vient après. La logistique, elle vient lorsque le bateau est en service et qu'il va falloir des pièces de rechange. Et ça, nous, en tant qu'ingénierie, on va pas le gérer. Ce sont directement les services des armateurs qui vont s'en occuper. Ok. Il est quand même bien en amont et il peut se retrouver avec des questions techniques où le fournisseur, dans un équipement, il va nous dire, bah, vous aviez prévu sur des panoplies de pompes, par exemple, vous aviez prévu des pompes, j'en sais rien, moi, de 25 mètres cubeurs. Nous, on a trouvé des pompes qui sont à 28. Voilà, bon, on va réduire les tuyaux pour réduire la vitesse ou autre. Il va nous proposer ça et il sera le premier à apporter une réponse avant d'aller voir ses copains du process. Ok. Bon, c'est plutôt des gens de terrain, de toute façon. Ce sont des gens de terrain avant tout. Voilà. Après, on peut en avoir aussi qui rentrent purement dans un métier particulier. On peut avoir et on a quelqu'un qui intervient comme ça chez nous, là, qui est en tant qu'ingénieur électricité haute tension. Parce qu'il a 15 ans d'expérience à bord et il sait très bien comment on va manipuler une usine électrique et quels sont voilà, comment on va dimensionner les barres, comment on va gérer les disjoncteurs et autres. Voilà, il a cette connaissance technique. Il peut rapidement la transposer. Merci. Donc pas mal de débouchés en fait finalement Oui. dans l'ingénierie. Oui. Du coup, j'en profite, j'ai une autre question au lieu de l'écrire. Il y a un petit point là qui est revenu 2 ou 3 fois, c'est la bonne vision dans l'espace, notamment pour les tacticiens d'études. Vous pourriez développer juste un tout petit peu pour nos participants, de quoi il ressort exactement? Est-ce que ça se développe ou est-ce que c'est inné? Vous voyez, je vois à peu près de quoi il s'agit, mais bon, j'aimerais que vous en parliez, vous. Alors déjà, il y a quelque chose d'inné parce qu'il faut voir dans l'espace. Il y a des gens qui ne voient qu'en plan. Ouais. Oui, Je pense que les jeunes qui passent beaucoup d'heures sur les jeux vidéo, ils savent bien déjà de quoi je parle. ok. Non, quand on dit avoir une bonne vision dans l'espace, c'est aussi penser que quand on va intégrer un tuyau j'en sais rien moi, de 10 pouces ou de 20 pouces dans un local, on va quand même amputer le local d'une grande partie de son espace. Et ces gens-là, on a insisté aussi sur la notion d'interface avec les autres disciplines. Celui qui va passer son tuyau, il sait qu'il n'est pas tout seul. Il y a des règles métiers qui disent que les nappes de câbles et les gaines de ventilation vont passer au-dessus des tuyaux. Donc, il faut qu'il pense à ces réservations-là et qu'il passe pas. Souvent, les tuyauteurs, ils passent en premier. Il faut pas qu'il occupe tout l'espace parce que derrière, il y a une impossibilité pour les autres. Voilà. Ouais, je pose la question, plusieurs raisons. D'abord, bon, moi, vu mon âge, j'ai vécu une époque où il fallait effectivement avoir une bonne vision de l'espace quand on se destinait à ce genre de métier, parce qu'on n'avait pas les moyens informatiques actuels. On ne pouvait pas visualiser comme ça sur un écran les choses en 3D. Il fallait s'imaginer en dessin industriel, il fallait faire de la projection. Bon, aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de moyens, donc je voudrais simplement préciser ce besoin-là, qui est un petit peu particulier tout de même, hein, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps, euh, et peut-être rassurer des gens qui hésiteraient à s'engager dans ces métiers parce qu'ils s'imaginent qu'ils n'ont pas une bonne vision dans l'espace ou enfin, qu'ils n'y arriveront pas. Enfin, c'est tout, juste pour débugger un petit peu Non, alors j'allais dire. Après, Après, quand on parle de choses innées, quand tout à l'heure vous avez vu des images, on peut revenir dessus si vous voulez, d'un nuage de points, oui, au début Aurélie de la vidéo du scrubber,
on a des gens qui ont du mal à voir la profondeur d'espace et qui Très bien. voient Ah ouais. les choses à peu près dans un même plan. Et là, clairement, c'est problématique. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, ils sont obligés de faire beaucoup plus de manipulation de l'objet, du modèle, pour aller reprendre des codes parce qu'ils ne se rendent pas compte des profondeurs qu'on peut avoir. Ok. Bon, disons que c'est quelque chose qu'on peut détecter déjà pendant cette étude, ça. On le sait, je Oui, pense qu'on Oui, arrive mais vers c'est pour ça que j'ai fait une analogie tout à l'heure avec les jeux vidéo, parce que Oui, oui, voilà, si celui qui joue aux jeux vidéo, eh ben, il a du mal à savoir j'allais dire son personnage voilà, est loin d'un autre objet ou pas, eh ben, il aura le même problème dans un modèle 3D. oui, oui. Vas-y, je pense que tu peux avancer un petit peu, ce serait bien. Ça tombe bien, je trouve superbe vos Voilà. animations. J'en profite. Donc, vous voyez, voilà. Donc, tiens, tu peux l'arrêter là? Ah non, il veut pas. Alors, hop. Donc, vous voyez, il y a des gens qui ont du mal à voir quand même les volumes et les formes lorsqu'ils Alors là, on est sur une vue qui est presque isométrique, donc c'est plus Ouais. facile. Mais lorsqu'on est sur un plan, ils ont du mal à voir la profondeur par exemple, du tube de cheminée. Ah oui, ok. Intéressant. Ouais, ouais. Et là, je pense que vous voyez, tiens, arrête-le. Voilà, on voit entre le tube de cheminée et puis l'élément de structure qui est le plus à droite, quel que soit le niveau, on voit qu'il y a une certaine distance. Eh bien, il y a Oui. des gens qui ne savent pas vous dire, par rapport à l'échelle, s'il y a 1 mètre ou s'il y a 10 mètres. Ah oui, très Et bien. ça va représenter 1% des gens. Mhm. Ok, merci, merci, c'est C'est le intéressant. même problème de distance quand on est au volant de son véhicule et puis Oui, qu'on voit la sortie, certains ne savent pas si elle est à 20 mètres ou à 150 mètres. c'est vrai, c'est vrai. C'est exactement le même problème. Tout à fait. Bah, merci, c'est intéressant. Parfait, merci beaucoup. Et j'ai une question sur le chat. Alors, et on demande quelle prévision d'embauche avez-vous sur quel métier en particulier? Et si oui, faites-vous appel à des consultants externes pour répondre à vos projets ou uniquement avec vos ressources en interne? Alors, on va Je vais commencer par la commencer par dernière. voilà, je vais commencer par la fin. Voilà. Alors, tout à l'heure, on a parlé du projet Kaombo, où on a été jusqu'à 300 collaborateurs, mais avec un régime de croisière à 180. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'effort qu'il faut faire pour passer de 180 à 300, il n'est pas fait que sur de la ressource interne. Il est fait et on ne veut pas non plus déstabiliser tous les autres projets qu'on a quand on a un gros projet comme celui-là. Donc, on va faire appel à des sociétés extérieures, hein, qui vont pouvoir. Alors, on va essayer de définir un package, soit monodiscipline, par exemple que de la structure, ou dans une zone du navire où il y a peu d'interfaces, où ils peuvent travailler en autonomie, ils vont faire du multidiscipline. Et ça, on va faire des lots qu'on va sous-traiter forfaitairement. Et on peut, en complément de ça, avoir des sociétés de services qui nous proposent de la compétence dans un métier qui viendra compléter nos équipes. Oui. Et on a un réseau de sociétés qui travaillent avec nous, qui sont qualifiées et qui justifient d'un certain nombre de compétences dans leur staff interne, et qui travaillent voilà, de façon régulière. Et on sait que telle société, on va la solliciter plutôt sur une compétence dans tel métier et telle autre dans tel autre métier. On a essayé de les sectoriser un petit peu. Ça, c'était pour les premières Voilà, c'est pour la... questions. Et après, oui, on recrute. Donc là, je dirais, c'est en fonction des années, des plans de recrutement qui sont définis. On va rechercher chaque année, je dirais, dans chaque métier, sachant que le gros de nos métiers sont ceux de la structure et de la tuyauterie, où nous recherchons généralement des techniciens et des ingénieurs. Ces deux disciplines vont représenter à elles seules plus de 60% de l'effectif. Mais de manière générale, on va avoir toutes les disciplines. Si on regarde Mais je pense que le plus simple, excuse-moi, je t'ai coupé Aurélie, c'est d'aller faire un petit tour sur notre site internet et vous allez voir qu'on a des annonces aujourd'hui et ce sont des postes sur lesquels voilà, on est vraiment
en besoin de recrutement, quoi. Voilà, on n'a pas des annonces parce que ça fait bien, quoi. C'est vraiment parce qu'on a besoin de recruter. Et puis, et puis on a une population qui vieillit pour certaines. On a des gens qui partent à la retraite. On en a un qui est parti encore ce mois-ci. On va en avoir 2 ou 3 autres cette année. Donc, on a un objectif de toute façon qui est fort, c'est qu'à la fin d'année, il faut qu'on ait au moins autant de personnes qu'on en avait au début. Voilà. Donc, tous les gens qui vont quitter l'entreprise, alors on n'a pas un turnover important, mais tous les gens qui vont quitter l'entreprise pour X raisons, eh ben, on va les remplacer chaque année. Alors, on a été un peu moins dynamique sur le recrutement depuis, on va dire, 1 an maintenant. On avait tellement d'incertitudes par rapport à la situation Covid et on a quand même un certain nombre de contrats qui sont en souffrance parce qu'ils ont été interrompus par nos clients et eux-mêmes se retrouvent dans une situation un peu délicate. Donc, on a eu une année avec moins de recrutement que d'habitude. Mais voilà, aujourd'hui, on est plutôt en train de préparer l'après-Covid et on repart sur des dynamiques classiques. Parfait. Parfait. Ben, j'ai mis le site Sophrexit Engineering Carrière pour ceux des participants Très que ça bien. pourrait Merci beaucoup. intéresser. Dispo sur le chat. Parfait. Alors, y a-t-il d'autres questions? Si vous voulez, voilà, vous pouvez activer micro et caméra, pourquoi pas, hein. Ça a l'air de plutôt marcher au niveau du débit. S'il y a une autre intervention, je mets la bien par vidéo. le chat. En plus, tu as la vidéo. Oui, j'avais une autre question. Mhm. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Gendron, que vous avez également une partie de l'ingénierie dédiée à la conception de l'intelligence embarquée. Du coup, est-ce que c'est vous-même qui réalisez vos logiciels, vos contrôles commandes, vos algorithmes, sachant que c'est une discipline assez particulière? Alors, sur la partie logiciel de supervision et logiciel d'automatisme, les instrumentistes et les automaticiens vont faire toutes les spécifications. Donc, ils vont faire les analyses fonctionnelles, les arbres de panne et autres. Alors, si vous êtes du métier, ils font des analyses fonctionnelles niveau 2. C'est-à-dire ils vont jusqu'au précodage des fonctions. Et après, on va sous-traiter ça à une société qui va nous livrer l'automatisme clé en main. Alors, dans l'oil and gas, les automates qui sont les plus utilisés, c'est du Yokogawa. Et on va dire dans le naval, on va trouver du Siemens, on va trouver de la BB. Mais on a des gens qui sont capables d'aller à bord et d'aller regarder ce qui se passe dans le programme, pourquoi ça bug, mais notre vocation, c'est pas nous d'aller faire le codage. Et on n'a pas les bancs de tests, on est bien ingénierie. Par contre, il faut savoir les spécifier et il faut savoir derrière aller participer au test, valider les logiciels avant de les embarquer. Oui, vous êtes en charge de la rédaction des exigences, de la déclinaison logicielle et Et toutes outsourcing. les analyses fonctionnelles quand même. Oui, voilà. Parce que c'est pas le client qui va nous donner l'analyse fonctionnelle. Lui, il nous dit, moi, je veux 2 gars en passerelle qui vont pouvoir tout piloter. Voilà. À nous de faire derrière, de développer un petit peu toutes les fonctions et le traitement des fonctions qu'on va exercer. D'accord. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, moi j'ai des petites questions parce qu'en fait, beaucoup de vos postes sont dans l'ingénierie. J'ai 52 ans, j'ai travaillé dans le spectacle moi pendant 15 ans en tant que régisseur, chef d'équipe et tout ce qui s'ensuit sur des gros concerts ou autres. Et en venant à Marseille depuis 2016, j'ai carrément fait un 180 degrés pour faire une formation premièrement en chaudronnerie via l'AFPA et deuxièmement en agent de maintenance de marine de plaisance. À partir de là, bon, bien sûr, je me suis intéressé au secteur naval. J'ai quelques expériences, mais j'ai l'impression que je ne suis pas trop le profil des personnes que vous cherchez.
même si j'ai beau être trilingue, français, anglais, espagnol, courant, écrit, avec de très bonnes notions d'italien, je ne vois pas trop, je me projette pas trop dans les secteurs que vous proposez. J'ai l'impression de ne pas trop avoir les compétences que vous cherchez. Alors, Effectivement, si vous parlez de chaudronnerie et de marine de plaisance, vous êtes plutôt côté terrain par rapport à ce qu'on fait Oui, nous en ingénierie. voilà. oui. Après, moi, Euh, le côté terrain me va très bien parce que je suis habitué à gérer des équipes de 100 personnes, voire plus. Comme exemple, on va dire un concert de ça n'a rien à voir avec la marine, hein, mais un concert de U2 au Stade de France, j'ai quasiment 200 personnes à gérer. ouais, Donc, complètement. donc Non, mais est-ce que c'est un plus pour être sur le terrain, une chose qui ne me dérange pas et que je connais par cœur, ou vous cherchez plutôt dans un personnel très technique, pointu en informatique, en plan et tout ça, et tout ce qui s'ensuit? Moi, je vous répondrais que ce serait un plus si effectivement vous maîtrisez un certain nombre de compétences qui rentrent dans la cartographie des métiers qu'on a présentés. donc, D'accord. effectivement, Voilà. il vous faut la Et, partie technique, quoi. Ouais, et c'est notre, ça. Et c'est là que ça pêche, la partie technique. Bon, j'ai travaillé un peu avec Sud Maintenance Technique. Après, j'ai travaillé moi, sur d'autres navires, mais qui sont plus, oui, que ce soit des voiliers, des pointus et tout ça, à refaire des coques. Bon, j'ai de très bonnes compétences en tout ce qui est soudure, travail du métal, parce que ça fait quand même, hormis mon expérience professionnelle, j'ai toujours eu comme hobby de refaire des vieilles motos, des voitures. Bon, enfin, ça, c'est mon petit plaisir. Mais après, je sais, voilà, je sais travailler le métal, j'ai d'autres compétences parallèles. Donc, j'aimerais moi, savoir, je voilà, pense que si, dans ce que vous nous décrivez, vous êtes quand même un profil qui est plus dédié à un chantier naval qu'à un bureau d'études. Ouais. Et oui, puis voilà, même tout à vous, vous fait. l'avez C'est ce dit, que, c'est vous la avez question besoin que, d'être sur le terrain Oui. oui, aussi. exactement. Bon, je suis un homme de terrain, on va dire, Voilà. avec la diplomatie que ça implique, le calme, et plus après, c'est vrai que le fait de parler trois langues couramment, bon, une très bonne notion d'italien, mais parler trois langues couramment, ça n'empêche pas de travailler avec voilà, n'importe quelle personne anglophone ou qui parle ou espagnol, quoi. Oui. Mais moi, par rapport à ce que vous nous avez décrit, je vous vois quand même beaucoup plus vous projeter sur du terrain, dans un chantier ou autre, que dans un bureau d'études. Oui, oui, tout à fait. Non, mais ça j'entends bien. Je me vois beaucoup plus comme une personne, oui, qui gère un chantier. Mais après, faut-il encore avoir vos chantiers me sont complètement inconnus. Donc après, je sais lire des plans et tout ce qui s'ensuit, parce que des plans d'implantation de scène, comme pour un Stade de France, je vous avouerai que c'est très, très technique. D'accord. Mais Mais, nous, on n'a pas de chantier. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on n'a pas de chantier. On est vraiment une société d'ingénierie. oui, On porte bien oui, notre oui, nom, hein. On va d'accord. le contracter, le chantier. Il sera sous-traitant pour nous. Ouais, d'accord. Voilà. On aura un rôle, on va dire, de maître d'œuvre par rapport au Oui, chantier. tout à fait, d'accord. Et donc, est-ce que vous avez des opportunités dans ce secteur, justement? Non, 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 non. Ouais. non, non. Les opportunités, elles sont vraiment dans nos postes des métiers de l'ingénierie. Ouais, d'accord. Donc, en fait, je suis un peu hors clou. Oui, vous êtes côté construction en fait. Vous seriez plutôt Ouais, côté construction. Donc la voie, la formation chaudronnerie que vous avez faite est un bon point pour amorcer le sujet. ouais. Euh, Maintenant, c'est sûr qu'en étant en chaudronnerie, vous serez plus dans la réalisation que dans l'organisation. Oui, Mais non, tout à fait, oui. ça Mais vous permet ce qui ne me dérange pas du tout, hein, vous savez. Ouais, ouais, non, mais je pense que avec votre profil, vous pouvez trouver des postes de superviseur côté chantier, hein. Ouais. Donc, je devrais plus me diriger sur un secteur, ayant déménagé à Marseille. Donc, il faudrait plus que j'aille voir vers la CGM ou le port Je autonome. pense, ou du côté de la Seigne-sur-Mer, il y a quand même quelques chantiers où il y Oui, a oui, certainement. donc, sur la Seine-sur-Mer, la Ciotat, etc. Voilà, ouais, je pense qu'il y a des chantiers
Des gens qui sont capables de faire du management d'équipe ou du pilotage, on en manque un petit peu partout. Donc, vous D'accord, devriez pouvoir tirer votre épingle du jeu, là. d'accord. Mais, donc là, désolé, monsieur, dame, je m'adressais à la jeune fille de la Cité des métiers. Mhm. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que, bah, vu la discussion que nous avons, serait-il possible de vous voir, qu'on avait un rendez-vous in Oui, vivo? on s'arrangera après par mail. J'ai Oui, vos bien sûr. contacts et Oui, on voilà, fera avec ça grand plaisir. après l'info métier. Je vous enverrai donc un mail et puis vous pourrez y répondre. On pourra convenir d'un rendez-vous. D'accord, très bien. Très Très bien, bien. parfait. Si je peux me permettre, hein, monsieur, effectivement, ce que nos intervenants sur Frécite vous disaient, c'est très pertinent. Vous, votre profil, vous savez manager du monde, vous savez dans l'action, vous êtes chaudronnier. C'est vraiment les chantiers navals qui, en plus, le métier de chaudronnier, en ce moment, il est en tension, comme on dit. Donc, Ouais, je pense que Laura, à la Touline, si vous prenez rendez-vous avec elle, elle vous expliquera ça en long, en large. Et à mon avis, il y a des opportunités de ce côté-là. Donc, très bien. Même à effectivement. mon âge avancé. Ah oui, oui, oui. Mais c'est à cet âge-là qu'on manage le mieux. Oui, oui, non, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé et j'ai rencontré Voilà. beaucoup de monde et surtout dirigé beaucoup de monde chez Gardreau Productions pendant assez longtemps. Ouais. Ça, c'est une D'accord. compétence assez rare de savoir diriger beaucoup de monde en même temps et différents corps de métier, notamment d'articuler tout ça. Donc, Ouais. ça rejoint les compétences des chefs de projet. Mais là, effectivement, bon, Sofrecit fait de l'ingénierie, donc Oui, oui, travaille c'est pour ça. bien avant la réalisation, on va dire, en amont, Oui, quoi. d'accord. Effectivement, on n'est pas dans le profil, ni vous ni moi d'ailleurs. D'accord, Euh, j'entends bien. Donc, je profite d'avoir la parole. Ouais, j'ai mis dans le chat. J'aurais quand même aimé savoir. Je voulais rebondir sur la question du chat, justement. Oui, merci. Bah, allez-y. Alors, je vous laisse. Alors, les métiers, on a des difficultés à recruter, et oui, clairement, on en a un encore plus que les autres, c'est la structure navale. Alors, des ingénieurs, on arrive à en trouver et on a des formations en alternance avec l'ENSTA Bretagne ou autre, où ils ont une voie quand même qui est toute tracée. Et donc, voilà, on les trouve. Par contre, les techniciens d'études qui maîtrisent la structure navale, parce qu'elle est un peu différente de la structure qu'on peut trouver charpente métallique ou autre, on travaille sur de la plaque et non pas de la poutre, et Ouais. qui savent justement avoir cette notion de conseil aux ingénieurs en disant, bah là, on va mettre, voilà, on va donner telle forme à la pièce pour pas avoir de poinçonnage. Les efforts seront répartis mieux si on a un acier plus élastique ou plus dur. Voilà. Et ben, ce genre de profil, oui, on a beaucoup de mal à le trouver. Peu de Et formation. voilà. Et quand on recrute quelqu'un à la sortie de son BTS, on sait que les 2 premières années, c'est très difficile pour lui d'être productif. Il est vraiment en apprentissage du métier. Et pour qu'il commence à avoir de l'autonomie, il faut 4 à 5 ans. Voilà. Donc ça, on le fait, on recrute des jeunes et on les forme. Mais lorsqu'on a besoin de recruter quelqu'un de plus expérimenté, et on a une annonce aujourd'hui parce que voilà, on a un responsable technique des techniciens en structure ben, qui peut pas tout faire et qui a besoin d'un bras droit. Et ben aujourd'hui, ça, on ne sait pas le trouver, cet expérimenté. C'est très difficile. Il y en a très peu sur le marché. Ce sont des métiers qui ont été globalement dans la navale négligés pendant des décennies, 2, 3 décennies. Et aujourd'hui, c'est des métiers qu'on va retrouver plutôt chez des gens qui sont un peu plus loin que nous en Europe. On va retrouver ça en Roumanie, on va retrouver ça dans le sud de l'Espagne. Mais en France, on a vraiment beaucoup de mal à trouver ça. Ah, c'est très curieux. Enfin, c'est très intéressant ce que vous dites là. Donc, c'est structure navale, c'est le formage en quelque sorte quand on parle pour un chaudronnier. Parce qu'effectivement, sur le terrain aussi, on a des difficultés à trouver des chaudronniers qui savent faire du formage de tôle, de navire. Il faut ouais. 5 à 6 ans d'expérience avant d'y arriver. C'est très difficile. C'est une grande spécialité de Naval Group notamment. Moi, j'avais une autre question. Est-ce que des fois est-ce que vous avez des ponts au niveau recrutement avec des gens des chantiers navals justement, des gens qui ont fait du chantier naval et qui viennent vers vous, ou l'inverse d'ailleurs, mais bon, plutôt dans ce sens-là. Est-ce que ça arrive ça? On en a un là. Alors, Oui, on alors en a peu, hein, mais
Ben, si on a recruté, lorsque le chantier naval STX à Lorient a fermé, on a recruté La partie ingénierie. alors on a recruté 4 personnes et très honnêtement, sur les 4, il y en a 2 qui sont repartis parce que au bout de 3, 4 ans, eh ben, le chantier leur manquait. Ouais. Et on en a 2 autres qui se sont parfaitement intégrés dans le moule de l'ingénierie et qui apportent tout leur savoir justement côté constructabilité en disant attention, ça sera compliqué de le monter comme ça, il vaut mieux le faire autrement. Voilà. Et donc, ce genre de candidature, elle est pour nous, elle est riche, elle est hyper pertinente par rapport à quelqu'un qui n'a fait que de l'ingénierie. Ils étaient vraiment en construction. Ils n'étaient pas aux manettes. Si, c'est d'accord. Ben, Vincent est aux manettes. La construction. Ok. Vous pouvez toucher un mot des conditions de travail, c'est-à-dire justement, on parlait des chantiers navals, que les gens, donc la moitié des gens que vous aviez recrutés sont repartis parce qu'ils ne retrouvaient pas les mêmes conditions peut-être, ou les mêmes ambiances, je ne sais pas. Vous pourriez juste nous dire C'est le manque du bord. le manque du bateau, quoi, du bord. Oui, D'accord. voilà. C'est le fait de ne pas avoir le chantier. Alors, ils étaient toujours volontaires pour aller faire un survey, aller à bord, ça leur manquait clairement. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, Aurélie a dit qu'on était des sédentaires, effectivement, Oui. chaque collaborateur. Alors, si bien son bureau soit-il, il est quand même assis près de 8 heures par jour devant son ordinateur et ses écrans. Alors, il va participer à un certain nombre de réunions, mais la majorité de son temps, c'est assis à un bureau. Il n'y a pas l'effervescence qu'on peut avoir sur un chantier. Mhm. Et je dirais la multitude de niveaux de compétences où on va partir je dirais de l'ouvrier sans spécialité jusqu'au directeur de projet ou l'architecte d'ensemble, et on va côtoyer les uns et les autres. On n'a pas cette diversité dans le bureau d'études, parce que vous avez bien vu que nos populations, elles sont pour une grande majorité entre le bac+2 et le bac+5/6. Oui. Donc une activité essentiellement d'études sédentaires. En termes de salaire, je veux dire un mot, conditions de travail, quoi, horaire, salaire. Ben, horaire. On est là pour parler des métiers. Non, mais sur la partie horaire, on a des horaires qui sont quand même plutôt variables. On est sur une base on fait 37h50 par semaine. Donc, chaque jour, les personnes font globalement entre 7 et 8 heures. Voilà, c'est des horaires de bureau. On peut commencer le matin entre 7h30 et 9h. Et puis le soir, on termine entre 16h30 et 18h30. Et on se donne de la flexibilité en fonction de ses contraintes personnelles et de ses contraintes professionnelles. Voilà. Après, les niveaux de salaire, eh bien, écoutez, alors on fait partie d'une convention collective qui s'appelle le Syntec. Et c'est sur principe par rapport au Syntec, on est plutôt bien placé. Voilà, c'est Voilà. ça, On est dans le tiers supérieur. oui. Ai-je répondu à votre question? Aurélie, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ah, il y a quelques problèmes de connexion. Non, vous avez très bien répondu. Je vous entends très bien. Non, mais c'était pour évoquer aussi cette partie-là de l'intervention, quoi, qui est quelles sont les conditions de travail, quels sont les salaires qu'on peut envisager. Vous avez déjà décrit les progressions de carrière possibles, hein, c'est très intéressant. On voit que c'est très ouvert chez nous. Bon, de mon point de vue, on a des gens qui sont rentrés, en parlant d'évolution de carrière, hein, si on parle de cas précis, on a des gens qui sont rentrés, je vais en citer deux chez nous, qui sont rentrés à l'issue d'un BTS ou d'un DUT, hein, donc tout jeune, sorti de l'école, la vingtaine juste passée, et qui aujourd'hui arrivent à la cinquantaine. Il y en a un, il est responsable de service, et l'autre, il est chef de projet. Voilà.
Donc, des gens qui manifestent cette envie d'évoluer dans un domaine ou dans l'autre, eh bien, alors évidemment, on va pas dire oui à tout le monde parce qu'il faut, et ça c'est une discussion aussi qui se fait au fil du temps. Chaque année, on voit chaque collaborateur en entretien. Il faut qu'ils en aient la capacité, il faut que, voilà, qu'il y ait de vraies aptitudes, mais on donne la possibilité aux gens d'évoluer. J'ai une question. On a des populations qui passent quand même une sacrée tranche de leur vie professionnelle dans l'entreprise. Mhm. Moi, j'ai une question peut-être à Madame Breton. Je voudrais savoir un petit peu des gens qui ont intégré, effectivement, qui ont rejoint Sofrecid après une reconversion professionnelle. Est-ce que déjà vous en avez eu? Enfin, est-ce que vous en avez effectivement actuellement? Et puis, en termes de reconversion, est-ce que ces gens venaient effectivement potentiellement du milieu maritime, enfin naval, ou offshore, ou énergie marine renouvelable, enfin, et qui ont pu, ou des gens qui sont venus d'un autre domaine d'activité, de l'industrie, enfin, ou autre domaine, et qui sont passés par une formation potentiellement continue, une formation pour pouvoir rejoindre une société d'engineering comme la vôtre. Est-ce qu'il y a eu des exemples? Est-ce que vous en avez dans votre... Oui, on a quelques exemples. Alors, on n'en a pas beaucoup, hein, faut dire ce qui est. Oui, L'exemple le plus, je dirais, le plus facile, et pour lesquels c'est une réussite aussi, ce sont des personnes qui avaient déjà un background technique et donc connaissaient déjà une spécialité, un métier, pas forcément dans le domaine de la navale, mais nous apportons ce vernis naval, les réglementations, etc. Donc là, ce sont des reconversions qui sont relativement... On a quelques personnes qui viennent de l'agroalimentaire et qui faisaient de la conception de machines spéciales. d'accord, ok. Voilà. Mais Ouais. pas forcément, ils n'étaient pas forcément au bureau d'études, hein. Ils étaient vraiment à l'atelier en train de, voilà, de positionner les vérins sous les tapis roulants, quoi. D'accord, On a même aussi un technicien qui travaillait dans le système de traitement des eaux et donc qui, lui, par contre, a repris une formation de oui, mécanique et du coup avait déjà des réflexes, venait déjà d'un milieu scientifique, technique, qui lui oui, permet de bien suivre cette formation-là et de repartir dans le domaine mécanique de la navale et qui travaille sur les carlingages des bateaux actuellement, la conception de carlingage. Donc ça, c'est assez facile. On a d'autres collaborateurs, alors je dirais en interne, des exemples de collaborateurs qui ont pu commencer, alors il y a très, très longtemps, je dirais, en tant que fonction support. Alors, on a un exemple d'une secrétaire une ou deux secrétaires qu'on a accompagnées vers la schématique, donc les PID. Mais effectivement, on peut être un petit peu limité sur les aspects techniques. Donc, c'est un petit peu plus compliqué et ça demande plus de temps. Ça s'est fait aussi, mais c'est pas la voie la plus facile. Ça demande beaucoup d'accord. d'investissement personnel. Après, on a vu des gens passer et ça a été plus, non pas des gens recrutés par Sofrecid, mais des gens qui viennent avec des sociétés justement qui sont nos sous-traitants, des gens qui viennent de domaines différents et pas forcément de l'ingénierie, mais qui viennent de l'automobile ou de l'aéro et qui se disent bah, c'est une reconversion, le bureau d'études est quand même une grosse difficulté parce que les problématiques philosophiques sont quand même tout à fait différentes. On n'est pas sur des effets de série de centaines de produits ou de millions de produits. Nos navires, ils sont, même si on a des séries des fois de 4 ou 6 navires relativement identiques, on est quand même bien toujours sur du prototype. Et ils ont du mal à s'adapter à cette problématique-là. D'accord. Mhm. Ouais, c'est vraiment les deux types de reconversion. Et après, on a parlé, quand on a répondu à la question de l'intégration des officiers de marine, par exemple, les gens qui viennent du terrain, qui connaissent déjà les installations, après, je dirais, on complète par le côté des industriels. J'allais dire, voilà, il y a toujours quand même un tronc commun quelque part et on vient rajouter une couche, Oui. mais on part pas de rien. D'accord. Par contre, cette couche, vous la rajoutez via une expérience, une intégration d'entreprise, ou c'est une formation spécifique? Il y a les deux cas. Il y a les deux cas? Ok.
Il y a les deux cas, ça peut être une formation technique métier, apprendre à calculer des pompes, apprendre à calculer une distribution électrique pour quelqu'un qui a fait du réseau électrique dans une autre vie ou dans un autre domaine. Et ça peut être plutôt une formation à des outils quelqu'un qui vient plutôt du chantier, il va pas connaître les outils 3D, il va pas connaître forcément bien les règles de dessin industriel. Il est habitué à lire un plan, mais quand il se retrouve face à une pièce complexe qu'il va devoir coter, il va pas trop savoir comment s'y prendre. Donc il va avoir une formation qui va lui permettre justement d'acquérir ces connaissances-là et de rattraper, entre guillemets, un certain retard de ce côté. Mais il y a beaucoup de choses qu'on est capable de faire En interne aussi. Fait en interne. Comme les gens travaillent en équipe, tout à l'heure a été évoqué l'histoire des salaires. On fait très attention, effectivement, que des gens qui ont des compétences équivalentes, qui ont une ancienneté dans le métier équivalente et voilà, et qui appuient entre guillemets pareil sur la pédale, ils sont à des salaires qui sont très similaires. Donc il n'y a pas de disparité entre les gens et il n'y a pas de difficulté pour eux à partager leurs connaissances et à échanger. C'est vraiment ça le travail d'équipe qu'on privilégie et ça marche très très bien. Et il existe peu de formations continues qui permettent d'apporter les manquements, hein. Soit elles se construisent, on a eu l'occasion d'en construire une avec l'AFPA, je pense qu'on a déjà parlé de l'AFPA, mais il y a aussi voilà, Vincenti, excusez-moi. Effectivement, avec l'AFPA à Cherbourg, on a monté une formation de techniciens mécaniques. Et donc là, on a amené les méthodologies de dessin d'études, dessin industriel et le métier mécanique appliqué à la navale. Mais ces formations, elles n'existent pas spontanément. Même quand on veut former des collaborateurs, donc on a parlé tout à l'heure de la problématique de la structure navale ou à la tuyauterie. Oui. La tuyauterie, c'est aussi un on ne trouve pas de formation. Voilà. Donc en tuyauterie, on peut trouver du dimensionnement de pompe, mais pas justement gérer toutes ces problématiques de comment on route dans un modèle 3D. Tout ça, on ne va pas les trouver. Et malheureusement, les seules formations, c'est des formations qu'on va faire en interne par transfert de compétences d'un collaborateur ou d'un établissement vers l'autre. On a énormément de mal à trouver du support de formation externe. Et on n'est pas les seuls parce que d'autres sociétés nous demandent si on ne veut pas les former. C'est intéressant parce que figurez-vous que dans le domaine de la production aussi, c'est dans ces mêmes métiers qu'on a les mêmes problématiques. Le formage des tôles, la tuyauterie, on en vient à rechercher des formations spécialisées sur mesure pour des gens qui ont déjà même un petit peu d'expérience pour monter en compétence les collaborateurs, quoi. Et je vois que vous avez également le même type de souci. Oui, clairement. Après, il existe des CQP, des certificats de qualification professionnelle, mais c'est plus côté métallurgie. Nous, on est Syntec, ingénierie, donc on est un petit peu moins bien lotis, mais il existe effectivement des CQP. Mais on travaille avec différentes associations. Mais c'est light quand même. C'est light, oui, c'est light. On a besoin de compléter les formations. J'ai une question, Madame Breton. Est-ce que vous avez effectivement intégré des gens dans votre entreprise via effectivement une POEI ou une ASPR, vous savez, via Pôle emploi? Cette formation prise en charge où pendant 400 heures, effectivement, la personne effectivement intègre votre entreprise, votre société. Elle est formée, je dirais, aux frais de Pôle emploi et voilà. Et puis après, effectivement, vous définissez un contrat, un CDD de 6 mois minimum, ou un CDI. Est-ce que ça vous est arrivé chez Sofrafi d'avoir ce type? Ça nous est arrivé une fois il y a, je dirais, 10 ans. Donc, c'est très rare. D'accord. Et je le déplore, mais c'est qu'on n'a pas forcément les candidats. On n'est pas sollicité. On n'est pas sollicité. Et même quand on cherche auprès de Pôle emploi, on ne trouve pas forcément
les candidats qui pourraient répondre et arriver par ce biais des POE, POI. Donc non. Et puis on est relativement petit, donc on ne peut pas faire Il faut que ce soit individuel en fait. Donc c'est bien la POI Il dont n'y a on pas parle. d'effet de masse. Oui. Mais non, c'est difficile. C'est effectivement difficile. Euh, de manière générale aussi, hein, quand on recrute, la voie enfin, de notre source de CV est plutôt de notre site internet. On a peu de retours de candidatures des sites Pôle emploi. Donc, D'accord. C'est extrêmement rare d'avoir c'est rare. recruté quelqu'un Ouais, sur ouais, candidature Pôle emploi. ouais. D'accord. D'accord, merci Euh, beaucoup. On l'a fait, Excusez-moi, mais j'ai compliqué. une dernière question. Oui. C'est toujours Monsieur Vincenti. J'ai juste une dernière question. Est-ce que j'ai cru entendre que vous travaillez à l'international? Oui. Oui. Et est-ce que éventuellement c'est un plus d'avoir la possibilité de travailler pour vous dans le cadre de votre société à l'étranger? Quelqu'un qui serait libre de se déplacer, je ne sais pas, selon vos chantiers, qu'ils soient en Afrique ou ailleurs. Bah, c'est Afrique et Asie et globalement, je dirais tous nos collaborateurs sont partants parce que ça complète leur expérience de bureau d'études d'aller voir ce Oui, qui se non. passe sur le chantier. C'est pour ça, moi, j'étais plutôt dans le chef d'équipe ou oui, régisseur, c'est un terme auquel je suis habitué, mais qui n'est pas qui ne fait pas partie des termes de votre société. Mais oui, le fait d'être libre, de pouvoir bouger 5-6 mois à l'étranger sans, C'est sans problème. Enfin, Et oui, donc, est-ce que pour oui, cela, il y a c'est un atout. il y a une formation interne chez vous pour éventuellement, oui, se déplacer librement? Non, mais c'est un atout, mais c'est un atout qui vient compléter une compétence de base qui, quand même, D'accord. dans un de nos métiers. Parce que Oui, la d'accord. personne va aller sur site, bah pour régler, je parlais tout à l'heure du chantier, voilà, qui n'avait pas les tôles qu'on avait prescrits et qui nous Oui, dit, oui. au lieu de la tôle de 12, j'ai du 15, est-ce que je peux les mettre? Et ben voilà, c'est ce genre de profil Bah, très technique à, qui va aller et puis qui va analyser la situation avec eux. à savoir que pour ce genre de problème, c'est un peu de la logique, à savoir qu'il vaut mieux plus que moins. Donc, c'est ce que c'est ce que je me demandais. Ah Généralement, oui, non, mais complètement. Si on a quelqu'un qui est prêt à partir à l'étranger, au pied levé, ou voilà, et à le goût de ça, évidemment. De toute façon, tous nos collaborateurs, on leur demande d'être mobiles parce qu'ils peuvent être amenés à se déplacer. Mais là, ce qu'on d'accord. disait, c'est que nous, on n'est pas en lien direct. Enfin, comment dire? On n'a C'est pas pas de nous qui métier avec. construisons, C'est pas nous qui construisons. c'est notre sous-traitant qu'on a Voilà. contracté. Et on va D'accord. Très réaliser bien. du suivi de construction au titre de l'ingénierie. Et généralement, les profils qu'on envoie pour ces postes-là sont des profils déjà expérimentés Ah, et ils qui sont très connaissent Oui, techniques. d'accord. le métier technique et les problématiques rencontrées sur les chantiers. Oh, d'accord. Bon, bah, je vous remercie. Monsieur Vincenti, c'est vraiment vers les chantiers qu'il faut vous tourner. Je Ouais. sais, mais je crois que je vais y aller en trottinette. Donc, écoutez, je vous remercie tous. Là, on va être obligé de mettre fin à ces intéressants échanges. Euh, donc, moi, je vais conclure de mon côté. Je laisserai la parole à Laura pour tout fermer. Donc, merci beaucoup pour ces interventions, pour la présentation, c'était magnifique, les vidéos, enfin les animations aussi. Je trouvais ça très, très intéressant. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir cette qualité-là. Et merci également donc à tous nos participants qui ont bien animé le débat, et à la Cité des métiers de Marseille, une fois de plus, hein, grâce à qui nous pouvons continuer à organiser ces infométiers en dépit de la pandémie actuelle. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous pour le prochain infométier qui sera sur la cybersécurité appliquée au domaine naval. Voilà, c'est un Ah oui. sujet brûlant. C'est un Ah, beau sujet. pointu C'est un déjà. très beau sujet. Nous avons réussi à trouver un intervenant parce que les gens qui travaillent dans la cybersécurité sont des opérationnels, on va dire, donc ils ne veulent pas intervenir, ils sont impliqués. Mais là, on a réussi à trouver quelqu'un qui veut bien en parler, qui fait de la formation à la cybersécurité. Donc, je pense que ce sera assez intéressant. Voilà, Là, bah, écoutez. voilà. Laura, bah, écoute, je te laisse le soin de terminer.